Et si je gagne, tu sais, le jour où tu as un euro million qui part à 170 millions, là, tu te dis si je gagne, qu'est-ce que je fais demain? Bon, tu te rends compte que Google, maintenant, tout est connecté. Une fois que tu as compris un petit peu les boosts, tu comprends que Google est un espion un petit peu de partout. Est-ce que tu penses que c'est encore possible, en commençant à zéro maintenant, de se lancer sur un secteur ultra compétitif comme l'assurance, la mutuelle, le crédit, enfin. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir un géant du web, un géant du SEO français. J'ai nommé Stéphane Madaleno. Il s'est illustré par ses débuts pour se positionner sur des secteurs ultra concurrentiels comme l'assurance, ce genre de secteur que l'on pense hors d'atteinte. Et depuis, il a créé plusieurs outils SEO qui nous aident bien sur les différents sujets qu'on va avoir. Et on a la chance de le recevoir aujourd'hui. Bonjour Stéphane. Bah, merci beaucoup. Après, voilà, tu as fait peut-être un petit peu trop. Géant, je pense pas, mais ça fait super plaisir. Donc merci beaucoup, ouais, pour la présentation. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation aussi. Et voilà, là, une première, c'est une des pièces de la maison du web, donc c'est une première. Désolé déjà pour l'audience, j'ai pas encore un super micro, mais bon, je pense que on va pouvoir délivrer un petit peu de la valeur et que vous m'entendez bien. Avant de commencer, effectivement, je vous invite à retrouver en dessous de la description, dans la description en dessous de la vidéo, le résumé des 5 points les plus importants que Stéphane va nous partager aujourd'hui. Vous aurez un lien, il suffit de vous inscrire, vous recevrez ça directement par mail. Pensez à vous abonner. Et si vous avez des questions, des choses sur lesquelles vous voulez aller plus loin en commentaire, Stéphane et moi, on pourra comme ça échanger avec vous, on pourra échanger ensemble. Et c'est le moment où on commence les questions, où Stéphane va nous partager du coup ses réponses, son expertise SEO. Pour commencer, est-ce que tu peux partager justement le projet SEO, par exemple, dont tu es le plus fier, s'il y a quelque chose qui te vient en tête là-dessus? J'ai pas de projet perso où je suis le plus fier. En fait, j'essaie de diviser ma semaine justement par, projet et par, société et franchement, que ce soit la franchise en mode agence web, donc qui se trouve à Monaco, que ce soit les outils SaaS qui se trouvent à Nice et en France ou les différentes choses que je fais encore en édition de site internet, vraiment les 3 me passionnent et c'est plaisant d'avoir, tu commences ta journée et tu sais que tu vas travailler sur une autre thématique et ça te fait pas toute une semaine, tu vois, où tu dois toujours travailler sur les mêmes sujets. Et puis je pense qu'ensuite, travailler comme ça, tu gagnes en efficacité parce que les gens se disent: «Mais comment tu fais pour travailler sur autant de projets?» En fait, tu commences à travailler dans la journée et tu sais que, en fait, il faut que tu finisses tes tâches dans la journée parce que si tu les finis pas, bah, tu sais que ça va uniquement être reporté à la semaine prochaine ou dans plusieurs jours. Donc, tu as comme ça, psychologiquement, une habitude à prendre où, bah, tu travailles sur un projet et donc du coup, tu boostes, tu avances vraiment dans la journée et tu essaies de traiter et tous les projets vraiment sont kiffants. Voilà. La partie, c'est vrai que j'aime pas beaucoup, c'est peut-être la relation client, mais j'ai une chance, c'est que cette relation client avec je parle en mode plutôt consulting et agence, donc qui est en mode plus dédié à l'agence SEO à Monaco. Je la traite pas du tout parce que je m'occupe vraiment que de la partie technique, de la création de réseaux de sites, des conseils techniques, des sujets qu'on va aller rechercher sur Alloscan, qu'on va pouvoir aller publier sur les sites des concluants, des clients par rapport à l'analyse des mots-clés, des concurrents en commun, et cetera. Et les clients, je les ai de temps en temps quand c'est souvent des gros projets ou quand il y a des problématiques ou quand même des gros enjeux. Mais sinon, dans 90% des cas, j'ai pas cette relation et ces allers-retours, à faire les rapports chaque mois, et cetera. C'est pas mon rôle. Voilà, mon rôle, c'est vraiment la partie technique, la création d'automatisation, de robots et manager comme ça des petites équipes parce que finalement, pour chaque type de projet, que ce soit des SaaS ou la franchise, tout est fait en mode automatisation, séquence et on a très peu de personnel. À part les équipes à Madagascar et au Bénin qui sont des rédacteurs. Mais sinon, en mode opérationnel, on est très peu et chacun a son rôle dédié, chacun sait ce qu'il a à faire. Donc, voilà, j'ai pas de projet, ouais, préféré. Par contre, j'ai une préférence quand même peut-être pour les SaaS parce que c'est vrai que c'est toujours, pour avoir lu, je pense comme toi, La Semaine de 4 heures il y a quelques années et m'avoir donné un petit boost sur, bah, passer du temps pour créer un produit, reproductible à l'infini. C'est aussi ce que fait passer la mentalité de Seth Godin ou à tous ceux qui créent des SaaS. C'est-à-dire que tu crées un produit, mais qu'après que tu aies 1 000 clients ou que tu en aies un seul, ça te coûte pas plus cher. Tu prends du temps pour faire le produit, ça te prend des ressources et des financiers et du financier. Et après, c'est des allers-retours, c'est un peu du marketing, faire développer le produit. Et ce genre de truc, c'est vraiment un truc que j'aime bien parce qu'on a également le retour des utilisateurs et la solution que tu crées, bah, tu sais qu'elle plaît à des gens, que voilà, c'est pas comme pour ceux qui ont travaillé en tant que salarié ou même moi quand j'ai travaillé chez Quant en tant que salarié.
Des fois, tu sais que tu travailles sur un projet parce que ton boss, il te dit de travailler. Tu sais pertinemment que ton projet, il servira à rien ou qu'il sera pas utilisé. Pourtant, on te dit, bah, il faut le faire. Et une fois que c'est fait, ouais, finalement, on va pas l'utiliser ou quoi. Là, ce que tu fais, tu sais que ça va servir à des gens et tu sais que ça va les aider et c'est ça le plaisir. Puis de toute Ouais, façon, et je puis pense que tu as la même sensation, toi qui fais beaucoup de SaaS. tu vois, au début, je pense que je me suis lancé justement avec cette vision semaine de 4 heures, le fameux truc. Et je suis pas sûr que c'est encore ça qui m'anime, mais je suis d'accord avec toi sur le point de, c'est les retours utilisateurs qui permettent de savoir sur quoi tu dois travailler, qu'est-ce qui fonctionne bien. Et tu fais je sais que par exemple sur des fonctionnalités, tu vois, sur Serpentic, j'ai fait des tests sur des fonctionnalités et derrière, tu as des retours en mode, OK, cette fonctionnalité-là, elle est incroyable, alors que c'était un test à la base et du coup, Mmh. tu l'améliores et c'est ça où ben, je pense que tu as une grosse différence entre le fameux gros groupe type salarié, mais plutôt que ce soit en indépendant ou si tu interviens dans un gros groupe, bah, en fait, tu peux travailler sur des trucs qui servent à rien. Alors que quand tu as ton projet, bah, in fine, tu es à la fois celui qui va y consommer, enfin, de l'énergie, de la ressource, que ce soit financière, temporelle. Et si tu fais des choses qui servent à rien, bah, c'est te tirer une double balle dans le pied parce que, un, tu perds du temps et de l'argent. Et deux, en plus, ça sert à rien en face. Donc je trouve que c'est le meilleur arbitrage de, ben, prioriser les choses qui comptent. Et du coup, si tu es vraiment attentif à tes utilisateurs, et je sais qu'on est aligné là-dessus, quand j'ai pu échanger avec toi par le support, enfin, vous êtes vraiment, vraiment trop fort là-dessus aussi. Et du coup, bah, c'est vraiment à vous prendre les retours des utilisateurs pour prioriser tes efforts. Et ce qui est encore plus important, ben, quand tu as une petite équipe qui doit réussir, quoi. Ouais, c'est ce qui fait vivre. C'est quand je parlais de la semaine de 4 heures, c'est plutôt dans l'esprit où quand je vais au travail, j'ai pas l'impression d'être au travail, tu vois? J'ai pas besoin forcément de vacances quand je pars en vacances. Tu vois, je me sens pas d'une cage, en fait. C'est le travail, c'est aussi ma distraction. C'est je bosse aussi un peu le soir, des fois devant la enfin voilà, tu vois? C'est du boulot. Tu as des journées difficiles, il y a des fois où tu finis tard, mais c'est cet esprit c'est plutôt la mentalité où fais un travail qui te plaît et du coup, tu auras jamais la sensation de travailler. Après, bon, il y a des jours, ça c'est dans le plus beau des mondes, ça arrive pas, mais c'est voilà, c'est tu vois le truc, c'est que tu fais quelque chose qui te plaît et en plus rend service à des gens. C'est plutôt dans cet esprit-là où je parlais de la Ouais, semaine de 4 heures et puis surtout ce que tu as complètement. dit, effectivement, je suis parfaitement, raccord, quoi. Moi, c'est un peu la question que je m'étais posée, c'est OK, si je gagne, tu sais, le jour où tu as un euro million qui part à 170 millions là, tu te dis: «Si je gagne, qu'est-ce que je fais demain?» Tu vois? Alors Ouais. demain, peut-être que je kiffe, je pars en vacances, mais en fait, quand je reviens à la vie serait triste si je faisais pas la même chose qu'actuellement. Je le ferais sûrement dans des échelles différentes, mais je ferais la même chose et je pense que c'est ça le plus grand critère d'avoir une vie pro épanouie. Mmh. Et en fait, si tu le faisais, tu le ferais probablement aussi s'il y avait pas la question de l'argent, quoi. Ouais, c'est clair. Après, voilà, ça paraît simple quand on le dit. Après, c'est difficile de faire à la fois un projet qui te plaît, plus qui soit rémunérateur, et cetera. Ça arrive pas de suite. Il y a quand même pas mal d'efforts à faire. Mais une fois que ça arrive, c'est quand même plaisant. Après, il faut Complètement. l'entretenir. Voilà, en ce moment, ça baisse aussi un petit peu, et cetera. Mais c'est sûr que c'est plaisant, quoi. Et puis plus ça dure, mieux c'est. Et puis après, avec maintenant toutes les sorties, les IA, les trucs, et cetera, c'est aussi, ce qui est important, c'est vraiment se focus sur le truc et pas à droite, à gauche. Donc je le fais, mais dans des proportions quand même un petit peu, raisonnables. Et justement, j'ai cet aspect de la semaine qui est divisé par activité qui me permet encore de rajouter une couche de focus où, bah, tu sais que dans la journée, bah, si tu viens, tu qu'une journée, tu vois? Tu peux pas faire autre chose. Tu dois avancer sur certaines tâches. Et puis, bah, si tu avances plus vite et que tu as le temps de faire un petit peu des R&D le soir, c'est bien et ou de finaliser quelques trucs le soir, c'est bien et voilà. Après moi, c'est souvent le week-end. Souvent le week-end, alors pas tous les week-ends, mais souvent le week-end, j'aime bien aller de temps en temps, au bureau pour faire un peu de la R&D ou commencer des petits POC de nouveaux projets parce que tu es tout seul, en fait. Alors des fois, il y a 1 ou 2 personnes qui viennent, qui sont passionnées aussi, dans mes associés, mais tu as pas tout le personnel qui te dérange, je vais pas dire déranger, mais qui Tu te pose sollicites, des quoi. questions pour avancer, tu es pas sollicité et puis, voilà, c'est pour ça que j'aime bien bosser, un petit peu tout seul des fois le week-end ou le soir parce que, bah, en 2 heures, tu peux faire, un travail qui t'a pris la journée avec un ensemble de personnes qui est autour. Ouais, complètement. Et du coup, tu vois, dans cette R&D, est-ce que tu Ouais. as 2 ou 3 évolutions particulièrement significatives qui a changé un peu ton approche dans ces dernières années? Bah, c'est surtout la RH, c'est vrai qu'à chaque fois, j'y reviens un petit peu à la même chose, ça passe souvent par le gain de temps avec des petites actions, des petits logiciels que j'utilise, des petites automatisations et de temps en temps, des petits trucs en disant, «Tiens, si je lance ça, qu'est-ce que ça fait?» Tu vois? Est-ce que ça fait, tu vois, typiquement, là, il y a tout le monde qui parle de Boost. Moi, ça fait des années que je l'avais découvert, j'en ai jamais parlé et c'est des petits trucs qui parlaient de R&D.
Là, on lance des trucs sur les maps pour ranker sur les maps avec du stacking, des émulations d'itinéraires, et cetera. Bon, je vais pas trop en dire, mais voilà, c'est des petits trucs que tu lances. OK, ça, c'est fait ça monte les chiffres dans les analytics ou dans le Google Business Manager, mais est-ce que ça fait après des résultats? Tu te rends compte que, bah, ça fait des trucs et puis, bah, tu te rends compte que Google, maintenant, tout est connecté. Une fois que tu as compris un petit peu les boosts, tu comprends que Google est un espion un petit peu de partout et c'est pas uniquement sur Chrome, c'est un peu sur tous leurs services, tous leurs services. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on utilise notre service d'index Nino, qui est aujourd'hui l'outil le plus puissant pour indexer des pages. C'est-à-dire que si lui n'arrive pas à indexer des pages, il y a aucun autre outil. Mais en fait, on utilise toute une solution, enfin, que des solutions, des outils Google. À partir du moment où tu mets une URL, il y a plein de différents moyens sur lesquels Google va découvrir tes URL. Ils ont plein de différents outils, différents services. Et en fait, ce qui fait que quand vous regardez vos logs, il y a Google qui vient de plus en plus souvent. Et du coup, bah, Google connaît votre URL de plein d'endroits différents. Et puis, bon, le faire avec de l'automatisation, c'est faisable. Mais voilà, pour le grand public, ils ont pas envie de s'emmerder. Du coup, c'est justement pour ça. Grâce à un petit test R&D, où derrière, quand tu lances les tests, tu vas analyser les logs pour voir ce qui se passe, comment passent les robots, et cetera. Et en faisant ça, bah, tu fais des petites stats. Bah, j'ai fait ça, ça fait ça, j'ai fait ça, ça fait ça. Et c'est là qu'après, tu décides, bah, le meilleur process pour voir statistiquement les robots où ils viennent plus souvent et où sur un pool de X URL, l'URL est le mieux indexé. Bah, c'est ce process-là. D'ailleurs, on l'a changé il y a pas longtemps. Ça fait 3 semaines avec une accélération des indexations où on a rajouté un autre service Google pour forcer les indexations. Et avec ça, on a créé un SaaS, du coup, qui permet de forcer les indexations, mais c'est toujours basé sur des petits trucs R&D, des petits tests, et cetera. Et là, c'est vrai que je me concentre plus là, par rapport à la conf que j'ai fait, au Wizard, que tu as pu, assister. C'est vrai que je fais pas mal de petits tests, plus en mode, IA. Voilà, IA par rapport à l'évolution du SEO. Évolution du SEO et pas forcément du SEO, mais de la visibilité et de l'acquisition du trafic de façon globale. Mais voilà. Après, je pense qu'on va en parler parce que tu viens de me montrer les questions juste avant, un petit peu en freestyle et je suis pas sûr Carrément, on carrément. va Et en parler. Et là, j'ai tu viens de me organisé montrer, mais on va en parler, tout à l'heure, quoi. J'avais organisé mes questions justement avec ce que tu viens de nous dire là. Et ce que je te propose, c'est effectivement, on parle un peu local, on parle un peu indexation et on parle IA après. Ouais, Mais je te propose qu'on commence par l'indexation. Effectivement, tu as un super outil qui permet d'indexer les pages, mais c'est compléter en fait un peu un manque de Google qui, de base, indexait très bien les pages. tout Est-ce à qu'il fait. y a quand même quelque chose qu'on peut faire? En gros, pour toi, qu'est-ce qu'on Ouais, peut faire pour que ça s'indexe bien sans ouais, avoir besoin de nécessairement utiliser un outil tiers qui peut être effectivement le dernier rempart si ça marche pas? Mais exact. j'imagine qu'il y a moyen de faire des trucs bien avant ça, Bien quoi. sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, l'histoire, c'est qu'effectivement, Google avant, c'était indexé très bien. C'était juste une problématique de ranking. Tu avais juste besoin de faire des backlinks, tu indexais très bien, ça fonctionnait très bien. Et puis à un moment, c'était je me souviens plus la date. J'ai commencé à faire un tweet en disant: «Putain, j'ai des pertes de trafic sur des sites». C'était un moment où il y avait une mise à jour, je sais même plus le nom, où il y a eu pas mal de sites qui avaient des problèmes de ranking, qui avaient des baisses de ranking, mes sites aussi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une des premières grosses vagues de désindexation de Google. Et du coup, j'avais commencé à faire un audit de mes sites et je me rendais compte que bah, les sites où j'avais perdu, finalement, j'avais 60% des pages qui étaient plus indexées. Et puis après, j'ai commencé à faire des commandes site de points, site de points, site de points. Donc à l'époque, les premiers tests que j'avais fait, j'utilisais encore Scrapbox avec des proxys, etc. Et je faisais mes URL avec site de points. Et s'il y avait un résultat indexé, bah ça c'était bon. Si c'était pas indexé, bah, enfin si j'avais pas de résultat, c'était pas indexé. Mais même de cette façon, des fois ça marchait pas parce que des fois si tu faisais, fallait vraiment que tu aies le match parce que si tu faisais un site de points d'un répertoire, bah des fois ou même d'une URL qui avait des paramètres dans l'URL, bah l'URL avec le paramètre elle ressortait pas, mais c'est parce qu'elle avait une canonicale, etc. Et c'est là où j'ai décidé de créer avec mon premier associé le premier SaaS qui est isIndexed, qui est juste finalement un outil pour vérifier les indexations. Et c'est là où on a commencé à avoir les problèmes d'indexation, etc. Et puis bon, la suite logique, c'est une fois que tu as un outil en fait pour vérifier les indexations, c'est de trouver la solution pour forcer ces indexations. Et à l'époque, il y avait plein d'outils d'indexation, mais la vérité, c'est qu'il y en a aucun qui marchait correctement. Et la plupart du temps, ils faisaient des trucs vraiment crades où ils allaient publier des backlinks sur des forums de partout, etc. Et par rapport à ça, bah, c'est là où on s'est rendu compte que des fois, en fait, c'est par rapport à mes clients, des fois, on se rendait compte qu'il y avait des URL qui étaient indexées alors qu'elles n'étaient nulle part référencées, etc. Et c'est là où on a commencé à voir également les effets des boosts, etc. Et c'est là où on a commencé à voir que quand tu lançais du trafic sur tout un tas d'URL, le lendemain, elles étaient indexées.
Donc à commencer à comprendre que Google récupérait ces infos-là de Google Chrome et commencer après avec les tests à comprendre que, en fait, j'étais parti d'un tweet. Alors je sais plus qui a dit ça, qui disait ça. Il avait fait un tweet en disant: «Bah, si vous voulez, forcer les indexations, utilisez Google Sheet en mode public et j'arrive à indexer», tu vois? Alors ça marchait, la vérité, c'est que ça marchait pas très bien ou alors peut-être ça marchotait, mais quand j'avais testé, ça marchait pas des masses. Mais c'est là où ça commençait à me mettre la puce à l'oreille qu'il fallait utiliser des outils de Google et les multiplier en ajoutant les URL dans des différents outils Google, que ce soit et que Google ait accès. Et c'est là où on a commencé à forcer les indexations. Mais après, aujourd'hui, quelqu'un qui veut forcer les indexations, franchement, le truc numéro un, c'est déjà le contenu quand même de qualité. À partir du moment où il est qualitatif, qu'il y a des images, qu'il y a quand même des trucs, c'est le minimum à avoir. Le trafic, ça veut dire que même si tu as aucun backlink, que tu as du trafic sur les réseaux sociaux, et cetera, tu auras aucun problème pour indexer tes pages parce que Google les récupère des navigateurs, d'Android, et cetera. Et avant qu'ils récupèrent ces infos, l'élément numéro un, c'était les backlinks. Voilà. Un site qui n'avait pas de backlink, bah, la vérité, c'est qu'il s'indexait pas du tout, Google le trouvait pas. Et à partir du moment où tu faisais des backlinks, bah, c'est le processus normal de n'importe quel moteur de recherche. C'est qu'il suit des liens, il part par rapport à par rapport à une liste de sites qu'il connaît déjà. Il suit les liens. À partir du moment où tu fais des backlinks, bah, il va sur ton site, il connaît ta page et c'est là où il va l'indexer. Et au départ, quand il utilisait que ça, l'indexation, ça fonctionnait très bien parce qu'il utilisait uniquement son crawler pour trouver les liens et indexer tes pages. Et à partir du moment où il a commencé à utiliser des sources externes comme les navigateurs, les liens qu'il trouve dans les Gmail, dans les favoris que les gens ajoutent en favoris sur Chrome, et cetera, c'est là où il a commencé à réduire les indexations pour éventuellement sélectionner vraiment que les pages qu'il trouve qualitatives. Et c'est là où les problèmes ont commencé. Et puis voilà, et puis quelqu'un qui veut aussi forcer les indexations, il peut utiliser également la Search Console, qui est un outil gratuit, à condition que ce soit ton site, tu peux forcer les indexations. C'est quelque chose qui fonctionne. Et voilà, après, si vraiment ça galère, tu le forces. Mais si tu le forces, c'est vraiment peut-être sur certaines pages ou quoi, mais peut-être que si tu en as beaucoup, beaucoup qui ont des problèmes, c'est peut-être ton site qui a peut-être une première pénalité. Alors, c'est pas une pénalité manuelle, mais c'est un premier filtre qui arrive souvent sur les sites assez neufs. Nous, dans le support d'IndexMino, souvent les gens créent des sites neufs et même avec IndexMino, des fois, il y a un petit délai ou même en forçant, ça marche pas. Mais c'est quand même très, très rare. C'est assez rare et sur Google, que ce soit sur les rankings, que ce soit sur les positions, il y a toujours eu un facteur un petit peu RNG, un facteur aléatoire où des fois, en faisant exactement la même chose, en faisant les mêmes contenus, tu as un site qui va bien ranker et tu en as un qui va bien s'indexer et les autres vont pas ranker, ils vont pas s'indexer. Et ça, je pense que personne n'aura vraiment l'explication. Tu as quand même un facteur un petit peu random qui est sur Google, sur le moteur de recherche. Et également pour ceux qui font du YouTube, tu as un facteur aléatoire où des fois, bah, tu as le même type de vidéo, le même montage, tu en as une qui va performer et tu as l'autre qui, avec le même montage, le même truc, le même type de hook, va pas du tout marcher. C'est comme ça. Voilà. Il y a pas forcément d'explication. Mais voilà, pour les indexations, je pense que j'ai dit l'essentiel, c'est que aujourd'hui, il faut quand même avoir un site de qualité. Si tu arrives à faire venir du trafic, c'est beaucoup mieux et du contenu de qualité. Voilà. Et un des trucs qui est lié au problème d'indexation, c'est ce fameux filtre 4 pages où j'ai vu que tu m'avais posé la question. Je pense qu'on peut en parler maintenant. Où forcément, quand Google commence à voir que le site est un petit peu louche, tu vois, quand tu le démarres trop vite avec trop de pages ou des choses, qu'il n'y a pas assez de backlink, que le site n'a pas assez d'autorité, tu peux rentrer dans une phase de filtrage où, à l'époque, c'était souvent quand tu faisais une commande site de points sur le nom de domaine, tu avais que 4 pages indexées. Mais finalement, le chiffre, maintenant, ça peut être 10, ça peut être 20, ça peut être bloqué à 30. C'est globalement, tu n'arrives plus à indexer les nouvelles pages et ton site, il est filtré avec ce facteur un petit peu aléatoire. Puisque nous, quand on a ça, je l'ai encore de temps en temps quand je lance des sites. Ce que je fais, c'est que je cherche même pas à comprendre avant de partir du filtre. Je prends tout le site, je le mets sur un nouveau contenu, je fais une 301 et le site en face, à chaque fois, il reprend des indexations et dans 90% des cas, il y a plus de filtre. À chaque fois qu'on l'a fait avec Véronica qui travaille avec moi, on lance des centaines de sites. Sur une centaine de sites, on va dire qu'il y en a peut-être 10% qui se font filtrer. Et sur les 10%, du coup, au bout d'un mois, si on voit que ça reste bloqué au niveau des indexations, alors que le travail sur l'ensemble du réseau est pareil, on le redirige sur un nouveau nom de domaine
Et sur ce qui reste, il va y avoir encore un petit peu 20% qui va rester et on le refait une troisième fois et sur la troisième fois, Donc 301 du site, page par page et sur la Search Console, tu fais cette redirection-là aussi ou? non, même pas. Après, probablement, c'est mieux, mais quand je crée les réseaux de sites comme ça, je n'ai même pas de Search Console, donc je fais pas sur la Search Console. C'est vraiment, je coupe le nom de domaine 301 sur un nouveau et les petits backlinks que j'avais commencé à faire, si j'ai le temps, je les modifie et des fois même, je vais même pas modifier les anciens. J'en refais juste des nouveaux avec la nouvelle URL et les anciens, de toute façon, ils sont redirigés en 301. Ce serait mieux, effectivement, de les remodifier directement. Mais des fois, tu es toujours dans un process de création que tu as même plus le temps que tu vas passer, autant passer du temps à en créer des nouveaux, quoi. Ouais, ça marche vachement bien quand tu es dans un process industriel que tu aimes beaucoup, où effectivement sur du volume, aller gérer la SGSC pour chaque site, ça peut être un enfer. Sur quelqu'un qui a un site et qui se retrouve avec un filtrage où il a max 30 URL indexées et quand il en indexe une nouvelle, ça en fait sauter une parce que c'est aussi une des possibilités. Voilà, Oui. effectivement, peut-être qu'il peut aller cocher toutes les cases d'une belle redirection, mais c'est beaucoup Ouais. plus peu Ouais, coûteux de faire un HT access à la site. seule console, je l'ajoute vraiment sur les plus gros sites. Une fois qu'ils ont commencé à où je vois que sur Alloscan, il y a pas mal de mots-clés positionnés, de pages positionnées, où je veux aller plus loin, tu vois, très déclencher. Alors, je fais pas du tout de cover, je suis vraiment pas bon. Mais pour voir un petit peu plus en détail ce qui se passe sur le chiffre réel d'impression, de clics, voilà. Pour voir un peu plus en détail ou quand c'est un truc qui est spécialisé dans les leads, de voir un petit peu, présenter au client, tu vois, des petites captures d'écran, des petites choses, mais ça vient vraiment souvent quand je l'ajoute, c'est vraiment que c'est devenu quasiment un monécite, quoi. Et tu nous parlais du coup de l'importance à l'époque et encore maintenant de backlinks. On sait que les backlinks traditionnels peuvent perdre un peu en efficacité ou en tout cas c'est un peu plus aléatoire on va dire. Est-ce que tu as des sources de backlinks qui sont peut-être encore un peu sous-exploitées et que tu recommandes et que tu affectionnes particulièrement actuellement? À l'époque, je me suis fait pas mal connaître par la création de templates Zenoposter pour aller créer des backlinks sur des pages profils. Ça ou des forums. Voilà. Ça, c'est des choses qui fonctionnent très bien et je le faisais pour 2 raisons. À la fois, les forums, c'est parce que c'est des sites qui sont visités ou quand tu l'ajoutes, en signature et que tu fais des réponses pertinentes, que tu sous-traites par des équipes à Madagascar, par exemple, ça peut te faire des clics sur ton site et c'est toujours bon pour Google d'avoir des vrais visiteurs, d'avoir du référeur qui viennent d'autres sites, et cetera. Et j'ai envie de te dire presque quand je faisais que ça et c'était un peu chronophage, j'avais des aussi bons résultats qu'en utilisant du PBN. Après, j'ai utilisé les profils qui étaient souvent des profils orphelins que je devais pousser. Et à l'époque, on utilisait ce qui s'appelle SPIP. Maintenant, ça existe plus trop. Enfin, j'en fais plus trop. Mais en gros, tu allais automatiser sur ce CMS SPIP et quand tu mettais un commentaire, tu avais la possibilité de mettre de l'HTML et mettre des balises display none où dedans tu mettais tes backlinks, des profils que j'avais créés pour lui ajouter du jus. Parce que les profils, en fait, ils étaient pas linkés de la home, ils étaient pas trustés. Et le fait de faire ça, parce qu'il y en a qui vont se dire, mais pourquoi tu le faisais sur des profils plutôt que de le faire en direct? Déjà de un, le fait de faire ces liens en direct sur ton site, c'était des liens qui étaient pas de super qualité et puis c'était mes débuts en SEO, c'était peut-être pas très enfin quelqu'un qui regardait ses backlinks, c'était pas du c'est pas top et ça te permettait de le faire sur ce qu'on appelle nous un fusible, un tampon qui est un site d'autorité parce que les sites où je créais les profils, c'était des sites d'autorité donc qui faisaient du trafic, qui avaient beaucoup de referring domaine et il servait un petit peu de filtre, c'est-à-dire que j'envoyais du jus lui filtrer parce que son autorité, elle était bonne et puis me renvoyer sur mon site, qui était clean et en fait, quand tu regardais les ring domaines de mon site, on trouvait ces top profils et tu voyais pour ceux qui utilisaient Moz et cetera, tu regardais les DA, les domaines autorités de ces sites-là, c'était que des trucs explosés et des énormes scores, des gros TF, en route et cetera et le concurrent, quand il regardait ça, c'est au niveau de l'autorité du domaine et cetera, c'était extraordinaire. Il y avait également aussi un truc que ça a jamais été prouvé, mais je suis persuadé que, si tu fais des centaines de backlinks sur des domaines pourris, tu auras pas forcément des résultats. Alors que si dedans tu intègres des backlinks qui sont des domaines considérés comme des sites d'autorité, c'est-à-dire qui font partie des sites qui génèrent le plus de trafic, qui se positionnent sur le plus de mots-clés positionnés ou qui se positionnent sur le plus de pages positionnées, tu vois ce qui s'appelle des bons points de backlinks, c'est-à-dire des votes, parce que finalement les backlinks, comment Google classe un site, il part du principe que plus tu es censé être quelqu'un de populaire, donc plus je vais te faire monter dans les résultats. Et elle présente ça, plus il y a de gens qui font des backlinks, plus je vais te faire monter. Mais quelles sont les personnes qui te font des backlinks? Est-ce que c'est des connus? Est-ce que c'est toujours les mêmes ou est-ce que c'est des sites qui sont dans mon classement et qui sont bien classés?
Et donc, l'idée, c'était d'avoir des backlinks sur des sites qui sont bien classés pour avoir une signature sur ton site qui soit pas mal. Et c'est comme ça que j'ai atteint justement des grosses positions, pas forcément qu'avec ça, mais sur de l'ultra concurrentiel, comme tu disais, lié à de l'assurance, des mutuelles, du crédit, du rachat de crédit. Donc voilà. Ouais, c'était un peu un mix des techniques qu'on utilise maintenant, tier 1, tier 2 et parasite, quoi. Tu faisais des pages parasites sur un site d'autorité et tu le poussais avec du tier 2, quoi. On résume autrement. C'est ça. Après, c'est vrai que moi, j'ai toujours été plutôt team premier, enfin, le tiers 1, les Linkui, les papillons, dans plein de niveaux, et cetera. J'ai jamais fait ce genre de truc. Souvent, quand je faisais un backlink, plutôt que de l'utiliser en tiers, je le faisais en direct. Sauf si c'était pour la création de profils, pour pousser et avoir ce fameux referring domaine de site d'autorité. C'est le seul cas où je faisais un fusible au milieu, un tiers au milieu. Sinon, je faisais jamais de plusieurs niveaux ou des niveaux. Par exemple, il y en a, je sais, qui font, genre, ils ont leur PBN, je sais pas, de niveau 3, qui fait des liens vers leur PBN de niveau 2. Le PBN de niveau 2 fait des liens vers leur monosite. Moi, quand je crée un PBN, c'est du direct, quoi. Il n'y a pas de plusieurs niveaux, et cetera. Le seul fois où je fais des niveaux, c'est pour obtenir des liens sur des domaines d'autorité. Et tes pages profil nécessairement dofollow ou? À la base, j'avais fait, j'ai encore mon listing sur le fichier des profils dofollow. Il y en avait pas mal que j'avais récupérés sur des listes et sur le forum à l'époque Script SEO. Je sais pas si tu étais présent. Donc il y avait un topic où tous les utilisateurs listaient, mais c'est qui doit toujours exister, hein, ça existe toujours, mais qui liste directement tous les forums, tous les spots où il y a la possibilité de mettre des backlinks dofollow. Sauf que, bah, forcément, du coup, c'est un forum SEO, donc il y a plein d'SEO qui commencent à s'y mettre. Et au bout d'un moment, quand le spot est utilisé, des fois, ça passe automatiquement en nofollow, des fois, c'est supprimé. Et c'est pour ça que j'ai arrêté aussi, c'est parce que ça commence à être chronophage. C'est-à-dire que tu passes du temps pour faire tes templates. Des fois, tu passes du temps également pour modifier, parce qu'il suffit qu'il modifie des petits boutons dans son formulaire d'inscription, etc., pour entretenir les templates, ça prend du temps. Et quand on a fait, je sais pas moi, une trentaine de templates et que tu vois que 4 mois après ou 3 mois après, sur les 40, il n'y en a plus que 20 et puis la moitié qui fonctionne, tu te dis, bon, allez, on va créer notre réseau de sites. Au moins, je sais que ça va garder, ça va être pour plusieurs années. Et là, le réseau de sites que j'ai commencé à le créer, bah, ça doit faire 7, 8 ans, presque 10 ans. C'est encore valide aujourd'hui. Et c'est que j'ai la main dessus. Si un jour il y a un client qui change de nom de domaine, ce qui arrive très souvent, j'ai la main dessus sur tous les articles pour aller changer le nom de domaine, le backlink, et cetera. Ce qui n'est pas pas possible sur les profils de modération. Et puis, ce qui m'est arrivé aussi, c'est que je créais les profils, je poussais avec des liens, et au bout d'un moment, le profil disparaissait parce que ils se sont rendus compte, et cetera. Et donc, du coup, tout ce travail fait des liens, bah, il est perdu. Il est perdu parce qu'ils ont cassé le fusible. Donc, c'est un peu à double tranchant. Mais franchement, c'est quelque chose qui fonctionne encore aujourd'hui très bien. C'est juste que, bah, aujourd'hui, c'est vrai que je préfère utiliser le PBN, c'est le plus rapide et la chose sur laquelle je peux le plus investir. Mais je suis persuadé que ça fonctionne, enfin, ça fonctionne très, très bien. À chaque fois que je l'ai utilisé, ça fonctionne très bien. Puis même, je le vois dans mes clients, dès qu'ils font des petits trucs avec même des trucs, des pétitions, des trucs naturels. Enfin, franchement, il y a 2, 3 referring domaines sur le site et sur le mot-clé principal qui a plusieurs milliers de volumes, il est déjà en page 1. Et toi, tu arrives, tu dis, bon, effectivement, t'as pas beaucoup de trust flow, t'as pas beaucoup de referring domaines, mais tu te places quand même déjà assez bien et tu regardes les quelques liens. C'est soit des petits trucs de forum, soit des petits trucs de pétition, soit il a fait un petit salon et il a son lien. Donc pour moi, c'est un des meilleurs backlinks. Le truc, c'est qu'il faut voir soit bah, s'y mettre à fond, hein. Si vous avez un site, vous vous mettez à fond un week-end. Vous allez sur le forum Script SEO, vous tapez le nom du poste, il doit s'appeler netlinking ou spot netlinking, vous tapez le moteur de recherche et il faut les tester. Vous passez une journée, vous inscrivez sur chaque site, chaque forum, vous inscrivez et vous faites le truc. Mais bah, c'est du boulot, c'est chronophage. Il n'y a pas tout le monde qui le fait, mais ça fait des résultats. C'est toujours l'arbitrage entre efficacité, temps, budget, et ça marche, mais juste ça te coûte très cher en temps. Et c'est quand même une denrée rare, d'autant plus quand tu veux scaler et quand tu veux t'étoffer complètement. Et je sais que dans une autre interview, tu avais parlé justement d'avoir des backlinks sur les sites médias. Ouais. Tout le monde pense que c'est inaccessible. Est-ce que c'est à ça dont tu fais référence ou justement tu vas aller chercher du profil ou est-ce que c'était une autre astuce, une autre façon de faire? Ouais, moi, franchement, j'ai acheté très peu de backlink média. Quand je dis backlink média, alors je sais plus l'interview, mais effectivement, c'était souvent les profils, c'est sur des sites médias qui sont inscrits sur Google Actualité, etc. Après, backlink média, moi, c'est plutôt ceux que j'ai achetés, c'est des backlinks
peut-être avec des petits budgets, tu vois? C'est quelques centaines d'euros, tu vois? Ou peut-être 80, 90, 90 €, mais qui sont inscrits sur Google Actualités. Voilà. Ça, c'est le type de backlinks qui sont inscrits par Google dans une autre catégorie et effectivement, si tu fais, 5 liens de sites d'actualité, même les moins chers, ou 5 liens de sites même beaucoup plus trustés normaux, bah, tu auras des meilleurs résultats sur les sites d'actualité. Alors il faut faire un mix de tout, hein, parce qu'il y a aussi le trust qui joue, mais c'est vrai que des fois, bah, les sites Google Actualité, voilà, ils ont été, on va dire, validés par des humains et ou presque, je sais pas comment ça fonctionne, mais il y a pas n'importe qui peut y être quand même. Ils sont quand même une catégorie à part. Ils s'indexent en quelques secondes pour les meilleurs et quelques minutes pour les actualités qui rament un peu du cul. Mais derrière, tu fais une recherche avec un extrait de texte de Google Actualité, ça ressort direct dans les résultats de recherche en gras. Alors que des fois, bah, quand tu vois des sites de PBN de mauvaise qualité, tu les reconnais assez facilement parce qu'ils se positionnent sur très peu de mots-clés. Et quand tu fais un copier-coller de l'extrait de texte et que tu balances sur Google, des fois, ils le trouvent même pas. Ou alors, le Graal, l'exact match, il est en page 2. Il y a plein d'autres sites placés avant alors qu'ils ont pas ton contenu, tu vois. Un site qui a un bon ranking, pour le reconnaître, c'est tu fais un copier-coller de quelques extraits de phrases en gras et s'il ressort, il faut qu'il ressorte dans la première ou la deuxième position. Et des fois, quand c'est des sites PBN avec un petit peu des textes de mauvaise qualité ou quoi, des fois, ça ressort pas tout le temps. Mais en tout cas, voilà, je te garantis que les sites d'actualité, ils ont un petit trust et que tu le ressens, tu le ressens. Et effectivement, quand tu vas, alors je vais pas citer une plateforme de vente de liens en particulier, mais on en a beaucoup et peut-être, ouais, rechercher pour ceux qui ont la possibilité de rechercher dans leur catalogue, de mettre la catégorie actualité et de vérifier et d'acheter des fois, bah, des sites d'actualité. Je crois que les moins chers, je les ai vus, c'était 30 € ou 40 € l'article sur Google Actualité et tu en as des plusieurs dizaines, comme ça, quoi. Tu vas sur les plateformes et ça te permet, en fait, de démarrer un petit peu sur des chapeaux de roue, un nouveau site que tu veux où tu veux mettre un peu de l'amour dessus, tu vois? Donc, un nouveau projet que tu veux démarrer et en plus de ça, c'est que si ton nouveau projet, moi, ce que j'aime bien faire, tu lui crées un nom de marque, bah, ces articles de Google Actualité que tu vas créer, tu vas mettre dans le brief qu'il faut qu'il y ait ta marque qui apparaisse dans la balise title. Comme ça, tu sais que tu pourras mettre en avant ton produit, les avantages, et cetera. Et quand la personne cherchera le nom de ta marque, bah, il va tomber sur ton SaaS ou ton service. Et en dessous, il va voir tous les articles de Google Actualité qui vont se positionner. Où le mec, il va voir, ah, bah, c'est pas uniquement un truc, ça apparaît également sur Google Actualité, dans les résultats web. Et quand il va cliquer, il va tomber sur l'article qui cite les avantages de ton service, et cetera, tu vois? Donc, c'est un double avantage. Ouais, complètement. Et au-delà de faire ce filtre-là sur certaines plateformes d'achat de liens, par exemple, qui, Ouais. je trouve, n'est pas forcément toujours, ultra pertinent, comment tu vérifies qu'il est effectivement Google Actualité? Pour le faire. Tu fais une URL sur Google Actualités et à la fin, tu rajoutes un petit astérix et si, tu as des résultats qui s'affichent, il est Google Actualités. S'il s'affiche pas, il est pas Google Actualités. Sinon, si le site est un expiré qui a été indexé, tu as une technique qui est assez populaire, c'est d'aller dans SEMrush et de regarder tous les sites qui ont eu, comme source de trafic, Google, news, google.com. À partir du moment où il a eu en source, ça veut dire qu'il a été, Google Actualités. Mais sinon, la technique la plus connue, ouais, c'est le in URL dans Google Actualités avec le petit dièse à la fin pour savoir si l'URL, de l'article ressort ou si ton site ressort, quoi. Voilà. Après, après, c'est la technique principale. Après, OK. il y a d'autres techniques, mais je vais peut-être pas les citer là. Parce que ça vient Ce pas, sera c'est la ce vérité, sera pour une prochaine fois. pas de moi, c'était Paul Sanchez, hein, qui m'en avait parlé et du coup, c'est sa technique. S'il y en a qui veulent, là, lui prendre une presta ou quoi, lui demander, c'est à lui. J'essaierai d'inviter Paul, pour une Ouais, interview et je lui demanderai s'il veut bien nous la partager. Et du coup, tu nous partageais effectivement le besoin de variété de liens en ouais, typologie. Est-ce que enfin, une fois que tu as choisi ton lien ou ton spot, il va falloir que tu choisisses une encre. ouais. Est-ce que tu as un ratio optimal? Comment tu choisis si tu fais une encre exacte, une partielle, une optimisée, une marque, une URL? Comment tu choisis ça? Ouais, alors je t'avoue, j'ai pas de règles, c'est un peu du feeling. Les plus gros sites, dans l'article, j'essaie de mettre une encre optimisée. Après, je vais toujours désoptimiser avec des encres uniques, et en intégrant dans 70 des cas, l'encre dedans, mais je vais faire des encres vraiment naturelles, aller sur ce site et cetera. Et après, j'abuse beaucoup quand c'est en mode automatisation où j'ai pas forcément la main et cetera. Je vais beaucoup ajouter directement le lien, l'URL direct en backlink. Au moins, je suis sûr qu'il y a pas de problème de suroptimisation. Et dans ces cas-là, quand il y a qu'une URL, Google, il prend quand même en contexte l'article
ou le titre de la page sur lequel le lien a été fait. Voilà, après j'ai pas de règles, c'est un peu au feeling. Essayez par rapport à votre thématique, sachant que par rapport à votre thématique et à vos concurrents, c'est quelque chose qui peut changer. Regardez le top 10 des sites qui sont dans votre thématique, sur le mot-clé de votre thématique, et regardez le ratio des encres et le pourcentage d'encre, et essayez de faire comme les concurrents qui sont placés en page 1 ou en top 3, et cetera. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Parce que moi, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je fais essentiellement des liens URL ou directement dans TextBulker. Je fais des encres de longue traîne où je fais l'article et je lui dis directement intègre le lien avec ce format. Et même des fois, l'IA de lui-même, si il corrige, typiquement, tu vois, si tu veux ranker sur plombier Nice, bah, des fois, il va te le rajouter le A, tu vois, parce que même si en ordre, tu lui mis dans le prompt, tu veux strictement exactement cette URL. Alors maintenant, sur TextBulker, on l'a mis, voilà. Mais tu peux le mettre et lui dire de choisir de lui-même, d'améliorer l'encre et de lui-même, si au lieu de mettre plombier Nice, il va dire plombier à Nice ou dans Nice, tu vois? Voilà, s'il voit qu'il manque un accent ou qu'il manque un tiret, il va te le rajouter de façon naturelle et là, maintenant, je laisse faire un petit peu l'IA un peu en naturel et puis ça rajoute une couche un petit peu de naturel grâce à la rédaction IA, quoi. Donc quand tu vois un plombier de Nice en encre exacte, ça sent le SEO, quoi. C'est ça. Mais après, Et c'est difficile de résister parce que tu le sens, le power des fois même dans la journée, enfin dans la journée j'abuse un petit peu, mais dans la semaine des fois sur un site puissant qui fait un petit peu de traf, après bon tu sais pas forcément si c'est ça, mais tu sens les petites positions et puis moi quand j'étais sur l'ultra concurrentiel, sur Mutuel pas cher, c'est là où j'ai vraiment senti la puissance des encres et Mutuel pas cher, comment je l'écrivais, c'était pas et cher, c'est H-E-R. Donc par définition, il y a déjà une faute d'orthographe. Et toutes mes encres possédaient la faute d'orthographe, sauf qu'il y avait énormément de personnes qui tapaient mutuelle pas cher avec la faute d'orthographe. Et c'était mon mot-clé principal. Et c'est là où j'ai vraiment senti la puissance des encres. Et puis bon, après, là, je l'avais abusé. Pour ceux qui connaissent, à l'époque, c'était Radar Mutuel. Et ce site, il était spécialisé dans cette encre de lien mutuel pas cher, quoi. J'étais premier sur ce mot-clé-là, alors que c'est C-H-R-E, orthographe, quoi. Mais les gens tapaient C-H-E-R. Pas cher, pas cher, pas cher. pas cher, moins de lettres, ici paye à la lettre, c'était pas cher aussi, quoi. C'est ça. Et si justement, ça me fait la transition sur ma question d'après. Est-ce que tu penses que c'est encore possible en commençant à 0 maintenant, de se lancer sur un secteur ultra compétitif comme l'assurance, la mutuelle, le crédit, enfin, ces secteurs que tu connaissais bien? Et si oui, comment tu t'y prendrais? Ce serait quoi ta stratégie maintenant? Alors, je n'en suis pas sûr, mais j'en avais parlé justement dans une interview, j'aimerais bien, dès que j'ai un peu de temps, le refaire. Je pense que c'est possible, même si, tu n'arriveras jamais en nombre de referring domain ou en trust à la puissance d'un site qui est déjà là depuis plusieurs années. Google garde quand même en mémoire les liens, la puissance, mais depuis quand il a été fait. Ça veut dire que toi, si tu arrives en mode, acharné et qu'en peu de temps, tu arrives à obtenir plein de backlinks et pas mal de puissance en peu de temps, tu peux le dépasser. Bien que lui a beaucoup plus de referring domain, bien beaucoup plus de trust flow, et cetera. Parce que tu as également un ratio, délai-temps, hein, des fois. Alors, c'est pas que les anciens backlinks n'ont plus aucune valeur ou qui sont périmés, mais il y a quand même une sacrée différence de puissance et de positionnement. Un site qui arrive à avoir une puissance dans un laps de temps assez court, avec plein de nouveaux au début, plutôt qu'un site qui se repose sur ses lauriers, qui ne fait même pas de campagne de netlinking ou qui a un ou 2 articles nouveaux et qui se dit: moi, je suis tranquille en fait parce que tous mes concurrents derrière, ils ont beaucoup moins de trust, ils ont beaucoup moins de referring domain, et cetera. J'ai pas besoin non plus d'aller en acheter beaucoup, mais j'ai vu plein de fois des cas et je pense que tu en as vu aussi bien que moi où un site qui vient se lancer, qui se met en mode agressif et qui crée des liens, dépasse avec peu de trust, avec peu de referring domain sur des mots-clés, concurrentiels, des sites qui sont là depuis des années mais où ils sont un petit peu en mode passif, quoi. Et après, je jouerai vraiment sur la marque parce que je partirai pas sur un EMD. J'essaierai de, pareil, faire du traf, soit sur du pop, soit sur des réseaux sociaux, soit sur de la visibilité, soit sur des techniques comme j'ai montré en récupérant du traf sur d'autres sites, sur les sites populaires comme Le Bon Coin, Vinted, et cetera. Mais voilà, je jouerai un petit peu sur toutes ces catégories en mode un petit peu labo, mais en ayant toujours comment dire? Faire un vrai site, voilà, avec un vrai comparatif
un truc avec un beau logo, pas viser uniquement un truc sale, juste pour ranker, parce qu'il faut qu'il y ait un ensemble. Il faut que l'utilisateur, quand il aille dessus, derrière, il faut que tu te connectes à une vraie API, qui fournit des vrais leads, qui les envoie à un vrai service de lead avec des vraies personnes qui répondent au téléphone, qui leur proposent les meilleurs services, etc. Mais je pense que c'est possible, c'est toujours possible. Alors peut-être pas sur les très, très gros, mais sur mutuelle pas cher ou même rachat de crédit. Parce qu'un rachat de crédit, c'est concurrentiel, mais finalement, il y a pas, comment dire, c'est pas, je veux dire, quand je m'étais positionné sur rachat de crédit, c'est un mot-clé qui est concurrentiel, mais tous ceux qui font du rachat de crédit, ils sont pas ingénieux dans la création de contenu, les thématiques, etc. Il y a des choses à faire, il y a quand même des choses à faire et des choses je pense que autant assurance auto, c'est impossible parce que c'est un des mots-clés les plus concurrentiels au monde et il y a trop c'est un peu trop générique. Je sais que j'y arriverai jamais, mais je pense que le mutuel pas cher et rachat de crédit, ou crédit consommation ou crédit auto ou je pourrais y arriver. Voilà. Effectivement, quand tu parles de vélocité de lien et tout ça, ça serait un peu imiter une campagne de buzz, une campagne de Oui, RP, un lancement marketing en fait, oui, où tu as des influenceurs ou des relais qui peuvent promouvoir, que ce soit des médias ou ce genre de choses. Et pour ça, fait mon lien avec la question d'après sur la marque. même rien que dans ton Gmail, dans tous les mails où tu réponds, tu mets en signature dans le nom de ton nouveau site, même sans lien, il va ranker. Les gens, à chaque mail que tu vas répondre, ils vont forcément cliquer. Gmail, ça appartient à Google. C'est des liens où tu vas voir si tu envoies une campagne de mail où tu as un Googlebot qui va passer. Enfin, c'est tous des petits trucs que tu vas aller récupérer à droite pour récupérer pas énormément de visiteurs, tu vois. Par exemple, Le Bon Coin, le truc, les tests que j'ai fait, bah, ça m'a rapporté 200 visiteurs. C'est pas énorme. Mais en rapportant 10 visiteurs par là, 10 visiteurs par là, 10 visiteurs par là, au total, tu regardes ton trafic dans la journée, tu as vite, même sans faire du référencement naturel, à quelques dizaines de visiteurs par jour ou quelques centaines si tu commences à aller un petit peu être actif sur des forums ou sur les réseaux sociaux, quoi. Connaissant à quoi tu fais référence quand tu parles de ton test sur Le Bon Coin, avoir mis une chaussure avec le logo d'un de tes outils sans lien qui oblige les gens qui cherchent une chaussure à aller taper le mot-clé sur Google et que ça se fasse du trafic, je trouve que 200 clics quand même, c'est plutôt beau vu l'éloignement d'intention que tu peux avoir dans cette acquisition-là, enfin sur cet exemple-là en particulier. Oui, oui, bah, après, c'est au moment de la publication, c'est tous les fans qui sont dessus et après ça redescend très vite, hein. C'est vraiment dès que tu as un petit pic et après ça redescend. C'est pas 200 par jour, réellement. Ouais, non, mais je l'ai vu, là, j'ai vendu quelques trucs sur Le Bon Coin, effectivement, ça s'étiole très rapidement, mais c'est une Mais stratégie super intéressante. ouais, il y a encore, il y a 2 jours là, montrer une capture, ah ouais, c'est mon téléphone qui filme. Et le mec, il me demandait si c'était toujours dispo. Après, je me demande si c'est des trucs, des robots, des trucs. Moi, si c'est toujours dispo. Je même pas répondu, tu vois? Ouais, carrément. Et de branding, justement, en gros, comment tu fais pour montrer à Google que ta marque est crédible, qu'elle est identifiable, pour que ça serve justement ton SEO? Bah, je pense que ouais, c'est ce que j'avais fait. En fait, on avait créé par rapport au local, une nouvelle marque qui s'appelle, Mapduo, où j'ai jamais eu autant de problèmes en fait pour faire ranker cette marque. J'ai jamais eu autant de problèmes parce qu'à chaque fois que on tapait Mapduo, Google le reconnaissait pas et pensait que l'utilisateur cherchait Maps parce que Duo pour lui c'est du pluriel. Et Maps, en fait, c'est un des mots-clés au monde qui a le plus de recherches. Alors, je sais plus en tête, mais c'était en millions de recherches par mois. Et donc, en fait, je me suis dit, putain, merde, on a commencé à faire les visuels, les logos, les sites, les impressions, parce qu'on leur fournit également des cartes NFC, etc. aux clients pour qu'ils récupèrent plus d'avis, etc. Enfin, on a imprimé pas mal de choses. Et on se dit, mais finalement, c'est la louche parce que, en fait, s'il faut, j'arriverai jamais de ma vie à ranker sur ma propre marque. Et quand tu lances un nouveau service, que tu travailles sur Google et que le mec il tape Mapduo et qu'il te trouve pas sur le nom de marque, Pas bon signal. tu sais, quand tu commences à avoir les premiers clients, tu dis non, mais par contre, c'est bizarre, vous faites du référencement, mais Mapduo, vous êtes même pas, ouais, c'est parce que, tu vois. Et en fait, ça a duré comme ça 4, 5 mois. Et je pense que ça aurait pu durer encore sans fin, en fait, si j'avais pas fait, genre, cette campagne d'articles, d'actualité et de créer plein d'articles où dans la balise title, je référence la Maps, le mot-clé Mapduo, Mapduo, Mapduo. Et au bout d'un moment, Google, comme vous connaissez, au moins quand le mot-clé n'est pas connu, au bout d'un moment, ça se débloque. Mais pour moi, la meilleure solution, c'est ça, c'est vraiment de publier des articles sur les sites d'actualité ou des articles qui ont des bons rankings et de multiplier comme ça tes citations
ton stacking avec ton nom de marque, sur les articles, voilà. Après, on avait fait bien sûr, même on avait une fiche Google My Business au nom de MapDuo qui trouvait pas alors qu'elle existait. On avait fait des avis, on avait demandé un petit peu à nos amis et même nos franchisés de mettre des avis dessus pour voir si ça boostait, on n'arrivait pas. Et c'est vraiment la campagne, alors je sais pas si c'est réellement un hasard ou est-ce que c'est, mais pour moi, c'est la campagne d'actualité qui a débloqué le truc. Parce que ce genre de problème, je l'ai déjà rencontré plein de fois. J'ai plein de clients qui se lancent, ils tapent sur le nom de la marque, mais ça dure un mois, tu vois, pas plus. Enfin, un mois et demi. Et là, on était à 4 mois. Pour un professionnel du référencement, j'avais presque un peu honte, tu vois. Et en fait, le volume de mots-clés de Maps était tellement énorme que je suis sûr que ça aurait pu être sans fin si j'avais pas fait autant de citations et de références à la marque un petit peu à droite à gauche ou dans les différents services Google. Ouais, complètement. Et est-ce que tu travailles aussi justement un SEO multicanal, que ce soit réseaux sociaux, ce genre de choses, ou est-ce que c'est vraiment très orienté actualité? Non, pour le moment, c'est que j'ai fait que les trucs actualité. Réseaux sociaux, ouais, il faut qu'on le fasse, faut qu'on se développe un petit peu, mais j'avais pas du tout touché les réseaux sociaux. OK. Et du coup, Et un compte Facebook, un compte LinkedIn, un compte Twitter, et cetera, mais aucune activité, quoi. bon, réserver le nom, mais c'est tout, quoi. C'est ça. Et en termes de signaux de confiance que tu envoies à Google, donc tu parlais de faire exister la marque dans le title de site de référence à actualité, Gnews et tout ça. Est-ce que tu as d'autres signaux importants que tu aimes bien envoyer justement pour, travailler ton branding et légitimiser aux yeux de Google? Pour faire du déblocage, alors moi, j'ai beaucoup de, il faut faire attention, je le dis assez souvent, mais effectivement, le traf, ça fait pas mal de déblocage, mais ça peut être à double tranchant pour plein de raisons, à la fois sur des sites existants ou après, au bout d'un moment, tu peux défoncer ton site, ou alors au début, pour simuler un buzz, ça peut être pas mal, mais il faut pas être accro. Voilà. Parce qu'après, Google pense que tu es un site de ce genre-là, et en fait, après, tu en as toujours besoin, et au bout d'un moment, tu plus parce que, Google en veut toujours plus et après tu peux plus et tu te mets une balle dans le pied. Mais non, j'ai pas de technique, spécialement à part les faire mon petit process habituel où je clique, je crée des backlinks, des sites d'actu, un petit peu de peut-être pour débloquer un petit peu de traf, acquisition un petit peu de traf sur du social, bien que je suis pas bon du tout dessus, mais j'ai pas de technique spéciale, je fais toujours mon même process. Je suis toujours dans l'optique comme si je voulais créer un peu un vrai projet, donc voilà. Bah, c'est probablement la meilleure stratégie est avec un SEO qui devient de moins en moins SEO et ça Mmh. permet de penser aussi à peut-être à l'après quand tu veux essayer quand tu vas te poser la question: «Quel est le meilleur?» et tu mets la problématique de n'importe quelle entreprise et que tu veux qu'un LLM ou une Mmh. IA te réponde, ben, l'entreprise de ton client ou ton entreprise. Bah, je pense Mmh. que c'est cette stratégie d'actualité où, justement tu fais de la visibilité sur la marque. Bah, c'est probablement, la meilleure façon d'aller, entraîner ou en tout cas d'aller, expérimenter un LLM qui va pousser ta marque aussi derrière, quoi. Par contre, je dis une bêtise, un truc super important qu'on a mis en place, sur tous nos clients et même pour moi-même, c'est quand c'est un business local, tu vois, qui est lié à une fiche Google My Business, quand on fait des campagnes de liens ou quand on fait des backlinks, systématiquement, en plus du backlink, on va mettre des citations dans l'article avec le vrai nom d'entreprise de la Google My Business, avec le vrai numéro de téléphone, avec la vraie adresse qui s'affiche sur la Google My Business, parce que c'est une technique qui s'appelle faire du stacking pour également ranker sur Google Maps. Et Google, en fait, arrive très bien à lire le contenu et quand dans le contenu, il y a des vraies entreprises qui connaît dans son fiche Google My Business avec le vrai nom, avec la vraie adresse, et cetera, ça te permet également de gagner des positions sur Google Maps. Et aujourd'hui, la plus grande majorité de nos clients, c'est des clients, locaux et la vérité, c'est que la majorité de leur business vient des fiches Google My Business et non pas de leur site internet. Donc, quitte à faire une campagne de liens ou quand on fait des liens, pour ceux qui suivent un petit peu ce qu'on fait, vous verrez que systématiquement dans les articles, on ajoute les coordonnées et les infos de l'entreprise où on présente les services dans un article. On fait toujours le backlink pour poser son site principal, mais en même temps, on fait des citations avec les fiches Google My Business. Ça coûte pas plus cher et ça permet de gagner, de ranker comme ça et de faire travailler un petit peu les rankings sur 2 niveaux, à la fois sur le SEO et à la fois sur les maps où, du coup, quelqu'un même qui veut se renseigner sur son entreprise avant de vous faire confiance. Donc il y a 2 choses qu'elle va faire. Premièrement, elle va regarder les avis. Forcément, c'est le truc numéro un. Mais des fois, si c'est un gros billet ou quoi, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va quand même taper le nom de l'entreprise sur Google Maps pour tomber sur votre site et en même temps, si elle fait ça, elle va voir la référence de tous les backlinks que vous avez faits qui prennent en citation exactement le même nom et ça lui crée une preuve d'autorité en disant:
ah ouais, bon, c'est quand même pas un inconnu, Oui, il a quand même un article qui est là, 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 on dit ça, donc c'est une vraie entreprise, je peux lui faire confiance. Elle a peut-être pas 5 sur 5 en avis, elle a peut-être 3 sur 5, 4 sur 5. Bon, il y a tout le monde qui a un petit peu des avis négatifs, ça arrive tout le temps, on peut pas être parfait. Mais entre une entreprise qui n'a aucune citation et il y a jamais personne qui parle d'eux dans un article et une entreprise qui a plein de citations sur divers sites internet, bah, le choix, il peut se porter sur celui qui a, bah, effectivement des témoignages ou de la visibilité sur d'autres sites, sur d'autres sites. Ah, complètement, ouais. Le terme, je crois que c'est le NAP, Name, Address, Phone, en anglais, et ça nous permet d'avoir la transition sur le SEO local. Donc faire du backlink plus du stacking, genre de citations, c'est important. Qu'est-ce que tu as comme, enfin, en gros, si tu veux pousser une entreprise en local, est-ce que tu as d'autres choses qu'il faut regarder, ou est-ce que vraiment déjà avec ça, tu as fait 90 Oui, en fait, tu as plein de de la trucs. Déjà de un, bon, effectivement, tu as les optimisations des fiches, le nom, des fois tu peux mettre l'activité entre parenthèses. Des fois, tu as le changement de la catégorie où c'est déjà arrivé plein de fois où le client arrive et la catégorie c'est grossiste au lieu de, tu vois, ça veut rien dire. Puis en fait, quand tu tapes le nom de tes concurrents, tu vois que tous tes concurrents sont dans une autre catégorie où toi t'es pas du tout. Donc déjà mettre la bonne catégorie. Également, nous, dès qu'on a un client en map qui vient, systématiquement, on répond aux commentaires et on essaye dans les commentaires qu'on répond de ceux qui nous ont mis des avis, d'ajouter dans les commentaires les mots-clés principaux parce que tous les textes qui sont dans les commentaires, que ce soit à la fois le client qui le fait ou à la fois le propriétaire, vous verrez qu'ils ressortent en gras sur les résultats. Et en fait, c'est un des trucs qui vous permet de ranker sur les fiches Google Maps à partir du moment, enfin, je dis une connerie, mais si vous êtes agence web, une agence SEO, bah, regardez, si vous avez 30 avis et que vous n'avez pas répondu aux 30 avis, bah, répondez et vous dites, bah, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez besoin encore d'une agence SEO, tu vois. Alors, vous n'allez pas le mettre sur tous les commentaires où vous allez répondre, mais le fait d'ajouter plusieurs fois dans les avis en réponse au mot-clé, vous allez voir, vous allez ranker sur ce mot-clé-là parce que Google, c'est un des critères les plus importants, les mots-clés dans les commentaires. Et après, tu as les positions au niveau de la latitude et de la longitude. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas moi, une boulangerie qui est 2 rues après, si je fais une recherche sur Google Maps, elle aura pas la position là où je suis maintenant et là-bas. Forcément, tu as un critère de plus t'es proche, mieux t'es ranké, mais tu peux également manipuler un petit peu ces rankings-là. C'est-à-dire que s'il y a plein de gens qui génèrent qui font des itinéraires pour aller là-bas, automatiquement, tu vas être boosté dans cette latitude et longitude-là. Donc, voilà. C'est pour ça que pour ceux qui, je sais pas si pour ceux qui vont, je pense que vous l'avez déjà remarqué, bah, t'as tes bureaux et souvent t'es chez toi, tu vois. Souvent, quand tu vas taper le classement de chez toi, bah, il va être beaucoup mieux que un classement peut-être d'un autre ami à toi qui est peut-être plus proche de tes bureaux. Pourquoi? Parce que Google comprend parfaitement que bah, tu habites par là, que tu as peut-être fait des itinéraires pour aller à ton travail et automatiquement, au fur et à mesure des jours, tu vas monter dans ces classements-là. Donc, tu as les itinéraires qui jouent. Mais franchement, le truc numéro un, c'est optimisation de la fiche. Créer sur les fiches Google My Business, tu as la possibilité également de créer des fiches services où pour chaque fiche service, tu as la possibilité également d'ajouter un backlink. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des fiches services où on ajoute un backlink du détail de la prestation vers la page interne de notre site. Par exemple, tu as une agence SEO, tu as une presta qui fait de l'audit, tu as une presta qui fait du netlinking. Eh ben, on va créer un service dans la fiche Google My Business Netlinking ou dans la fiche Netlinking, on va faire un lien vers la page interne de Netlinking et dans la page de Audit SEO, on va faire un lien vers la page interne d'Audit SEO et on peut créer e-réputation. Et du coup, bah, dès que tu vas commencer à taper e-réputation, netlinking, Nice, si tu as créé ces pages services sur ta fiche Google My Business, tu vas te classer beaucoup mieux que quelqu'un bah, qui n'a pas du tout ce mot-clé-là, à la fois ni sur les commentaires, ni dans le nom de son entreprise. Forcément, tu ressortiras beaucoup mieux et toujours premier. Donc, en fonction de vos mots-clés de votre activité, créez un maximum de services, de pages services sur votre fiche Google My Business. Et après, bon, tu ajoutes les photos. Alors, il y en a qui ajoutent, nous on le faisait au début, mais j'en suis persuadé que ça sert à rien, mais on le fait quand même. C'est que chaque photo qu'on ajoute, ajouter la latitude et la longitude du commerce lié, si tu veux ranker à Nice ou dans un endroit avec les trucs de la latitude, de la longitude, mais j'ai jamais eu vraiment de vraie évolution. Et puis bon après quand les images se retrouvent uploadées sur la fiche Google My Business, Google on voit qu'il réencode tout et qu'il y a tout qui a disparu, mais peut-être qu'effectivement à l'upload, il enregistre ces données et après il met en ligne. Vraiment en ligne, si vous regardez, il n'y a plus aucun tag, il y a plus rien, il y a plus aucune info sur la latitude et la longitude, mais peut-être qu'il a enregistré avant. Donc nous on le fait, mais j'ai pas vraiment, enfin, si tu veux, c'est un truc global, c'est une optimisation globale.
Et c'est un peu comme le SEO, ça bouge, quand tu fais des backlinks, ça bouge, mais tu sais jamais lequel vraiment, t'a fait l'effet. Donc, on fait tout au maximum et pour que ça se positionne. Voilà. Mais je vais dire le plus puissant de toutes les techniques, bon, effectivement, c'est le renommage de la title de l'établissement. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de soucis où des fois les fiches sont suspendues. Ça, c'est un gros problème et encore plus quand tu changes la catégorie. Donc ça, c'est à prendre en compte. Mais dans 80, souvent, bah, ça arrive que ce soit suspendu et puis, si c'est suspendu, je fais une demande et moi, je le fais souvent ma demande avec mon compte perso qui est quand même level, 6 ou 7 et on a encore 2 clients qui sont suspendus, mais qui sont très borderline, tu vois? Serrurerie, plomberie et puis en plus, c'est même pas une vraie adresse. Bon bref, je vais pas qu'on galère sur ces thématiques-là. Mais des fois, voilà, des fois tu te dis: «Putain», en gros, si vous renommez une bêtise, mais par exemple, si vous voyez que la catégorie est pas bonne et que vous changez la catégorie avec la bonne catégorie, gardez en tête que votre fiche peut être suspendue, mais généralement, c'est pas bien grave. Vous faites une demande à partir du moment où c'est un vrai commerce et cetera, il y a pas de souci. Après, si vous avez fait des validations un peu à droite à gauche chez des amis, pour valider des fiches, là, ça peut être plus problématique, quoi. Mais, après, si c'est une activité, peut-être pas dans la serrurerie, la plomberie, les panneaux solaires, les puces, enfin les puces, la désinsectisation, la climatisation, enfin toutes les thématiques un peu borderline où il y a pas mal de numéros d'urgence et d'arnaques. Enfin voilà, il y a aucun souci et voilà, ça c'est le critère numéro un. Et après effectivement, répondez. Je suis sûr qu'il y en a plein vous avez pas répondu à tous vos avis, ça vous coûte rien. Vous répondez, vous injectez de temps en temps votre mot-clé dans les commentaires, ça vous fait un petit plus, quoi. Voilà. Et après, les maps, il y a pas de backlink, c'est les citations qui font office un petit peu de backlink. Ouais. Et nous, on le voit parce Merci. qu'on a un logiciel qui est pas encore public, mais qui s'appelle Mocamap, qui est en fait un sorte de monitor-rank, mais pour les fiches, enfin pour les classements Google, où en fait on va aller requêter avec des scraps Google Maps avec différentes latitudes, longitudes. Si vous allez sur MapDuo, je crois qu'il y a une démo du truc, mais en fait vous avez des points avec les positions et du coup, je pense que voilà, c'est même sûr, c'est juste qu'on a un peu de temps, on va le transformer en SaaS, mais ça vous permet d'avoir un relevé de position, avec différentes latitudes, longitudes de votre ville, avec votre position et on voit que, bah, quand on prend un client, il y a telle position et après avec les différentes évolutions, on voit que ça monte dans le temps. Après bon, ça rebaisse. Tu as les thématiques ultra concurrentielles où il y a très peu de résultats. C'est un peu comme tout, c'est comme le SEO, il y a des trucs ça marche bien, il y a des trucs ça marche moins bien. C'est ça. C'est des boîtes noires. Tu coches toutes les cases au fur et à mesure et t'essaies de faire en sorte de surveiller pour pouvoir l'améliorer, quoi. C'est ça. Mais bon, Et c'est une agence immobilière avec derrière, une grosse franchise, Century 21 qui a des centaines d'avis, tu beau faire ce que tu veux, si tu viens de créer ton agence immobilière et que tu as 4 avis, tu vas arriver difficilement le doubler, quoi, même si, tu vois? Il y a quand même c'est pas instantané, quoi. Ça dépend Et tu des tu parlais de l'importance des liens GMB. Ça, c'est un peu tout ça. Si tu as effectivement une grosse agence franchisée qui est un peu partout en France, qui a beaucoup de liens GMB vers son site, potentiellement, du coup, si c'est corrélé en termes de positionnement et ces liens-là, bah, ça va être aussi compliqué. Mais l'idée, mmh, c'est sur quel levier tu peux jouer pour justement développer ton site, quoi. mmh. Et avec ces SEO local, la GMB et avant qu'on passe justement à l'IA, est-ce que tu as pu voir, avec notamment le monitoring sur des Alloscan ou autres, l'impact du baisse du nombre de clics par recherche? Donc des recherches qui nécessitent pas de clics, par exemple, ou ce genre de choses? Enfin, qui n'amènent pas de clics, quoi. Alors, sur Alloscan, on n'a pas les clics. Ça, tu peux l'avoir sur la Search Console, mais on n'a pas accès à la Google Search Console. Par contre, je le vois sur mes clients, parce qu'on a un peu plus de 1500 clients aujourd'hui, et tout confondu avec les maps, etc. Et des positions qui n'ont même sur mes sites, hein, même à l'époque, déjà quand j'étais positionné sur les top requêtes, hein, mes positions ne bougeaient pas. Par contre, quand je regardais les analytics, ça baissait. Après, j'ai pas de trop d'expérience. Ce que je vois, en tout cas, moi, où je suis un peu dégoûté, c'est que même en gardant ces mêmes positions, le trafic que j'ai aujourd'hui, si je regarde, il y a 3 4 ans, j'ai quasiment perdu la moitié, quoi. Sur certains mots-clés, et ça Sans fait peur. changer en position. Hein? Sans changer de position. Ouais, tout à Ouais, fait. ça. C'est ça le pire, c'est sans changer de position. Avec les pubs, avec aussi les gens de plus en plus l'habitude de rechercher peut-être maintenant sur les IA, ouais, mais après j'ai pas trop d'infos sur les clics, les positions, à part les études que certains on peut extraire. Mais tant qu'on récupère pas les Google Search Console, alors peut-être qu'on va le proposer peut-être plus tard sur Alloscan, la possibilité de se connecter sa Google Search Console et d'importer automatiquement tous tes mots-clés pour un suivi journalier, et cetera. Ça nous permettrait également de récupérer les infos de clics
qui sont uniquement sur la Google Search Console. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas plus d'infos sur cette évolution, à part le sentiment que j'ai perso et le sentiment que j'ai avec les clients où quand tu leur fournis les rapports, tu vois que ça monte, mais que eux ne augmentent pas leur chiffre d'affaires ni leur trafic. Donc, du coup, tu dis, le client me dit: «Ouais, mais c'est bien, vous me présentez des rapports où je monte en position, mais par contre, mon analytics, il bouge pas trop». Et quand tu gardes des positions stables, c'est-à-dire que bon, sur certaines requêtes cibles, le client, quand il est premier, tu vois? Typiquement, il y a un ami, il est premier depuis plusieurs années sur le réméré et tu vois le nombre de clics qui baisse. Pourtant, il est toujours premier. C'est son mot-clé fétiche, c'est son mot-clé, c'est le leader et ça baisse. J'ai pas d'explication, donc c'est un peu mal. C'est que la personne, des fois, le client, il paye. Tu lui fournis des rapports où tu lui dis tout va bien, mais lui, il te dit non, mais explique-moi bien parce que j'ai quand même une chute de trafic, j'ai une chute de chiffre d'affaires, j'ai besoin de plus de leads. Alors que toi, tu me dis ça va bien. Donc il faut, tu toujours ce truc que tu dois expliquer, et cetera. Donc Multifactoriel. Soit tu c'est veux ça. améliorer le SEO, soit tu veux améliorer le business et c'est pas Mmh. forcément toujours aligné en termes de vision. Et ce qui fait le lien sur, bah, justement un changement d'usage, l'arrivée de l'IA. Comment tu vois, justement l'évolution de l'automatisation du SEO et le SEO, dans les 2 prochaines années, par exemple? Bah, ça revient à ce que je disais un peu dans les choix techniques et le choix de l'évolution que je suis en train de faire et l'explication que j'ai fait à la Conté. C'est que notre métier va être, plus dans l'acquis parce qu'aujourd'hui on fait des trucs pas mal en IA et ce qu'on a aujourd'hui comme résultat, c'est le pire de ce qu'on pourrait avoir. Ça peut que s'améliorer et en fait, notre savoir-faire, ça va être notre capacité à générer du trafic ou avoir des idées comme celles que j'ai proposées pour après le convertir. Mais je pense de plus en plus, on va utiliser l'IA pour obtenir diverses sources de trafic où l'objectif, c'est toujours le même, c'est être populaire, augmenter le trafic et augmenter le chiffre d'affaires pour augmenter le chiffre d'affaires de la société. Mais je pense plus en plus la capacité des SEO, ça va être plus, ouais, je pense, cette capacité à pouvoir automatiser des tâches et à les faire travailler ensemble pour être plus efficace pour les clients. Voilà. Et aujourd'hui, on a pas mal d'agences SEO, mais je suis sûr que d'ici 1 an, 2 ans, il y aura pas mal d'agences spécialisées en IA où n'importe quelle entreprise, elle a besoin de plutôt que d'aller embaucher, une personne pour faire telle tâche, d'avoir peut-être une personne qui va s'occuper de piloter diverses automatisations ou peut-être une société et exactement comme fait la société tu vois, de Clément ou Joanny, la société Séquence qui sont spécialisés dans la création d'automatisation et en fait, leur job, c'est un peu comme une agence SEO, sauf qu'au lieu de faire de l'agence SEO, ils vont faire du consulting pour, analyser ton business et commencer à mettre en place des automatisations qui vont aller créer sur Make ou Nuiten ou d'autres trucs et des choses qui sont souvent axées sur, à la fois peut-être pour te faire gagner du temps, mais à la fois peut-être pour te faciliter l'acquisition, les automatisations sur les réseaux sociaux et cetera. Donc là, tu vois, par exemple, encore hier, j'ai pas fini le template, mais un truc tout con, c'est que moi, j'arrive pas à aller sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, Facebook et cetera. Mon réseau préféré, c'est Twitter. Donc j'aimerais que maintenant, ce que je veux faire, et je vais y arriver d'ici la fin de la semaine, c'est que chaque tweet que je vais faire, et je vais faire une automatisation, c'est chaque tweet, je veux qu'à partir du moment où je cite pas quelqu'un dans un tweet, et à partir du moment où c'est un vrai truc, je veux qu'il soit automatiquement publié sur mon LinkedIn, ou sur Facebook, tu vois, sans aller me prendre la tête, aller, et cetera, tu vois, pour essayer de récupérer des audiences, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'audience sur LinkedIn, mais ou Facebook encore plus d'ailleurs. Et peut-être que ce tweet-là, le transformer en image avec peut-être le texte, avec un fond, avec un arrière-plan, pour aller le publier également sur Instagram. Voilà, bon ça c'est peut-être à faire en deuxième étape. De ce genre d'automatisation tout con où voilà, tu sais que ton réseau social principal c'est Twitter. Tu sais que d'ailleurs ça va les publier. Alors il y a des outils spécialisés SaaS qui font ça. Mais maintenant, avec Make, avec Séquence, alors Zenoposter pour faire ça, c'est parfaitement faisable, mais c'est peut-être un peu trop. Et puis, mais je pense que voilà, N8N, je pense pour ça, ou Make, c'est parfait, tu vois. C'est le genre de truc qui t'a touchant de tâches de fond, tu te libères le cerveau pour penser à tes projets et à autre chose. Et tu sais que de temps en temps, allez, peut-être une fois par semaine, tu vas aller voir s'il y a des commentaires, aller répondre sur les plateformes. Et tu sais que quand tu fais un tweet, t'as pas besoin d'aller lui coder l'image, le truc. Moi, c'est le truc que j'aimerais faire cette semaine. Oui, complètement. Voir l'IA et l'automatisation comme une façon de multiplier ton impact et là, utiliser, bah, Multiplier potentiellement des SEO sur différentes, actions, quoi. Après bah, tu vois, aujourd'hui, on utilise tous l'IA, rien que Textbulker aujourd'hui, c'est devenu l'outil, enfin ça c'est pas c'est un des outils les plus connus, je pense, au niveau des SEO et des plus utilisés
Et aujourd'hui, voilà, il y en a plein qui l'utilisent. Ça reste de l'IA, mais on l'utilise également dans le SEO. Après, bon, ça n'empêche pas que des fois, il y a des petits correctifs, des améliorations à faire et cetera. Mais aujourd'hui, on peut plus vivre, dans notre métier, on peut plus, se passer de l'IA. C'est comme ça, quoi, hein. C'est la traduction, c'est fini. Les rédacteurs, bon, je vais me prendre des trolls, c'est pas vraiment fini, mais il va falloir s'adapter et évoluer dans le temps avec ces technos pour gagner en temps et en efficacité pour utiliser la chose qui n'est pas remplaçable, c'est votre cerveau et vos idées et vos process pour développer votre société, quoi. Mais toutes les tâches, qui peuvent être automatisées par des IA, vous pouvez le faire. Et puis même si vous n'avez pas le temps de développer l'IA, prenez quelqu'un à Madagascar, pour tester déjà le concept et si ça marche, après vous l'automatisez. C'est des choses que j'ai beaucoup fait, ça. Ouais, complètement. Et puis là, avec Make qui a sorti l'agent IA, enfin bref, c'est Mmh. aussi un domaine qui est très populaire avec une vraie vélocité d'avancée. Et du coup, ça, en fait, limite, il faudrait faire une veille quotidienne pour pouvoir suivre ce qui se passe, mais ça devient de plus en plus facile, de plus en plus d'intégration. Moi, je vois Mmh. que pareil dans Serpent, que j'intègre énormément d'IA sans que ça rédige tout comme un text bulker, mais pour t'assister dans la création de contenu optimal, si tu veux le faire justement plus artisanalement ou en tout cas plus Mmh. supervisé. Et tu vois, la vidéo et mes vidéos en général, bah justement, grâce à l'IA, je les transforme en short, ce qui permet avec justement une captation, un travail d'essayer d'avoir autant d'externalités pour gagner en visibilité, puis pour avoir le plus d'impact possible, quoi. Et en gros, Et c'est tu utilises, donc tu fais ta vidéo sur YouTube et après tu utilises l'IA pour les transformer en short et après tu les rebalances sur, Instagram et TikTok, c'est ça? ouais, c'est ça. Là, en gros, tu vois, on est en train d'enregistrer un format long en horizontal et Ouais. à partir d'un outil, ça va le transformer en format vertical que je peux diffuser sur la même chaîne YouTube sur laquelle vous la regardez là ou alors sur TikTok, Insta, Facebook, ce que tu disais tout à l'heure, mais juste un effort va me permettre d'avoir plein de petits formats. Ouais. Toutes les séquences que tu veux, manuellement ou c'est fait vraiment en automatique et tu publies à la Là, va-vite? actuellement, c'est fait en full auto. D'accord. En gros, Tu utilises, j'envoie la vidéo et tu utilises un outil qui fait ça du coup? ouais, j'utilise Opus Clip. Opus Clip, OK, je connais pas. Je pourrais t'envoyer les refs si tu veux. Dès que je me mettrai un peu plus sur YouTube, là avec la maison du web, c'est ouais, justement un des trucs que j'aimerais faire, ouais. Donc Ouais. Et tu vois, chaque contenu va pas forcément marcher. Tu peux avoir des contenus qui vont faire 2 vues, tu vois, voire 0 vue même. T'en ouais. as qui, là, pour l'instant, je crois que le mieux, c'est un short qui a fait 1 400 vues, ce qui reste des petits shorts qui performent pas forcément très bien. Mmh. Mais le ratio, justement, visibilité, ressources investies est quand même toujours très bon parce que ça me permet de publier 3 shorts par jour sans avoir à y consacrer énormément de temps. Donc je Et suis du coup plutôt les assez convaincu pour l'instant. ouais et les shorts du coup, c'est exactement les mêmes que ce soit Instagram ou TikTok et c'est quoi? C'est Ouais. 1 minute du coup, c'est ça? Ouais, en gros, pour pouvoir le publier partout, j'essaie de faire des shorts entre 30 secondes et 59 secondes. Parce que je crois que sur YouTube, tu peux pas au-delà d'une minute. Enfin bref, j'ai essayé de trouver le ratio et je crois que je me suis arrêté sur ce ratio-là. C'était le plus permissif pour toutes les plateformes. OK. Et on a parlé donc IA pour l'automatisation, donc automatiser ces process. Comment tu vois l'IA sur Google, tu vois, genre sur la SERP classique, pour positionner, pour développer son SEO? Je pense que c'est encore quelque chose qui va nous apporter un petit p alors ça va pas être la fin du SEO, je crois pas du tout, mais là, tu vois, la semaine dernière, quand j'ai fait la conf, chez Linksgarden, enfin non, ça fait 2 3 semaines, enfin je l'ai faite, la semaine dernière la conf, mais il y avait 2 semaines, j'ai pris l'abonnement Gemini pour tester le 2.5 où j'étais vraiment sur le cul sur la qualité et quand j'ai pris cet abonnement en natif, j'ai Gemini qui s'est installé sur toutes les solutions Google. Que ce soit Sheet, que ce soit Google, où je réponds maintenant tous les mails que je réponds, il y a Gemini qui me corrige tout en 2 clics. Alors qu'avant, à chaque fois, je copiais le mail, j'allais le balancer sur ChatGPT, je dis: «Corrige-moi le mail», je refaisais un copier-coller. J'avais un problème de mise en forme avec des sauts de ligne, avec des mots-clés en gras que je voulais pas. Là, maintenant, en natif, en 2 clics, paf, inséré, merci, au revoir. Sur Google Docs, c'est inséré en natif. Sur Slide, c'est toute la solution Google est intégrée en natif et c'est le seul truc qui manque, j'ai envie de dire, c'est le moteur de recherche. Alors, je crois que c'est sorti aux États-Unis. Alors, je suis pas trop suivi, en fait, l'intégration de l'IA dans les résultats Google, mais je pense que ça va arriver et je pense que sur toutes les recherches de type informative, ils avaient commencé un petit peu avec Wikipédia et je pense que ça va être directement l'IA qui va te répondre sur le côté droit avec les réponses et si tu veux aller plus loin, tu vas lui poser directement la question en étant sur Google, quoi. Comme là, aujourd'hui, tu es sur Gmail ou quand tu es sur Google Doc, ou sur Sheet où tu as le Gemini et tu as l'IA sur la barre de droite, quoi. Tu as besoin de faire une formule, tu demandes directement. J'ai plus besoin de faire les allers-retours avec ChatGPT. Ils ont quand même bien fait un travail d'intégration en natif et je pense que plus tard, tu vas faire une recherche directement, tu as le petit truc en natif qui va se réveiller et ton œil, au début, là, il est dirigé vers la gauche.
sur les résultats de Google, il va commencer, je pense, de plus en plus à se diriger vers cette barre de droite où il y aura l'IA et le chat, où il pourra te sortir les résultats directement sans aller même cliquer sur les résultats de Google. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Après, bon, sur pas mal d'autres résultats, je pense qu'ils vont toujours utiliser Google, mais je pense que c'est par rapport au fait que je te disais qu'on a perdu pas mal de trafic, on a gardé les mêmes positions. Je pense que ça va s'empirer, que ça va baisser encore de plus en plus. Alors, il va y avoir ça va toujours être utilisé Google, mais je pense ça va encore baisser, peut-être encore de moitié dans les 4 à 5 années c'est sûr, ça va baisser encore. Près de combien, ça, je sais pas. Dites-nous en commentaire quels sont vos pronostics. Les pronostics, ouais. Comme ça, on pourra sortir la vidéo dans 3 ans. On ressort ça dans 4 ans. Ouvrez vos analytics, regardez combien vos premières positions. On espère que dans 3 ans, vous êtes toujours premier. Regardez le trafic que vous faites aujourd'hui. Regardez dans 3 ans combien vous faites avec la même position sur la même page. Mais franchement, je serais pas étonné que ça se divise par 2, quoi. Je pense il y a deux sujets. C'est un, l'usage évolue. Les gens avaient l'habitude de faire une recherche sur Google. Là, maintenant, potentiellement, moi, je sais qu'il y a certains sujets où soit je vais aller chercher de la vidéo, soit je vais aller chercher, justement, une réponse d'IA parce que ça va me permettre de mieux contextualiser mon problème et donc d'avoir une réponse beaucoup plus adaptée. Et donc, tu as Mmh. ce sujet-là. Et deuxième sujet, c'est, en fait, cette IA-là, on est un peu protégé pour l'instant tant que Google n'a pas trouvé sa manière de le monétiser parce que ils Mmh. gagnent de l'argent grâce à la pub. C'est quand même, tant qu'ils n'ont pas trouvé une façon de monétiser l'IA, peut-être qu'ils vont pas le mettre trop en avant. Je crois qu'ils avaient fait un peu machine arrière sur justement l'intégration de SGE, Gemini dans la Google Search. Mais bref, Ouais. c'est un sujet qui va bien nous occuper aussi dans les prochaines années et qu'il faut surveiller de près, quoi. C'est pour ça qu'il faut vous mettre un petit peu dans l'IA pour essayer de dupliquer un petit peu vos process pour gagner du temps et puis pour aller peut-être sur d'autres axes, quoi, liés à l'IA, quoi. Parce que aujourd'hui, bon, les SEO sont quand même assez familiers de l'IA, mais la vérité, c'est que la majorité des personnes, ils utilisent l'IA pour faire des images ou quoi, mais après, quand si tu veux l'intégrer à ton business ou s'ils ont envie d'utiliser des trucs comme Make ou N8N, il faudra bien des personnes qui leur expliquent comment ça fonctionne et qui leur expliquent comment ils peuvent développer leur business, etc. Donc, je pense que c'est pas une mauvaise chose de commencer à regarder ou à commencer déjà même pour vous-même à automatiser certaines tâches d'automatique, quoi. Ouais. Mmh. Peut-être pas perfectionner une IA en particulier pour avoir des résultats parfaits parce que le travail que vous allez faire aujourd'hui, dans un mois, ce sera corrigé avec un seul Il sera obsolète, quoi. phrase, et ce sera obsolète. Mais voilà, moi, je suis plutôt dans le mode focus sur l'acquisition de trafic. Aujourd'hui, ils arrivent à un point A qui a tel niveau d'intelligence. Plus tard, ce même trafic, je vais réussir à le rediriger et puis ça pourrait être que mieux, quoi. Mais voilà, c'est cette capacité à récupérer du trafic. Voilà. Complètement. Et tu vois, l'IA, là, actuellement, tu es obligé d'aller sur un chatbot ou équivalent. Mais je pense que la suite, c'est un peu comme l'évolution qu'il y a eu pour l'électricité. Avant, il fallait être conscient d'utiliser de l'électricité. Maintenant, elle est partout autour de nous. On le voit sur les nouveaux smartphones, sur l'intégration d'Apple Intelligence, qui est encore assez timide, mais qui va venir. C'est l'intégration dans l'usage. Quand tu disais que Gemini est partout dans tes outils Google, en fait, il va disparaître. Et juste, on n'y pensera limite même plus. Il y aura cette brique enrichie qui va faciliter notre quotidien, quoi. Mmh. Ah ouais, non, mais moi je le vois, mais puis même là, c'est une fois qu'il est installé et qu'il a accès à tes mails, il a également accès un petit peu à tes historiques et toutes les futurs trucs, les premiers mails où je lui disais: «Non, mais là, lui, tu tutoies, tu vois pas, non, lui, c'est plutôt ça». Dès que je réponds, il a compris, en fait. Tu vois, c'est intégré en natif dans la réponse des mails, donc tu as plus besoin de lui redire, alors que si je j'utilisais toujours OpenAI, toujours les mêmes problèmes. Tu vois, il a pas le contexte. Là, c'est vraiment intégré dans le contexte, dans chaque truc et pareil, ce que je disais dans la conf de Jackie, c'est que, Gemini est installé en natif sur Sheet. C'est en natif, il sait qu'il est déjà dans un tableur, donc il sait que le résultat, il va pas te dire: «Le résultat est 10», il va juste te mettre 10, tu vois? Ouais. Alors que si tu plugs l'API OpenAI, il faut que tu tunes ton prompt en disant: «Réponds-moi uniquement avec le chiffre», et même comme ça, des fois, il te sort des trucs un peu aléatoires parce que la difficulté, le truc est mal réglé, quoi. Et Oui, puis des fois, c'est complètement. l'IA qui part en couille, tout simplement, mais là, comme ça, intégré sur tous les outils et puis là, quand je vois le 2.5, je pense qu'ils vont ouais, faut que je rachète des actions à Google. Google, il y en a quand même pas mal des sociétés Et là qui se le développent. game de l'IA, ils vont donner tout ça gratuit, dans là, on le paye une quinzaine d'euros par mois, mais je pense qu'ils vont l'avoir en natif de partout. Comme ils ont tué Google Word et Excel avec Sheet et Google Doc, je pense que l'IA et puis encore, c'était mauvais, mais là, je vous dis, le 2.5, il est même pour coder, enfin, il était
pas mal. Non. Les gens s'en rendent pas compte parce que justement, il faut payer et les gens ont pas envie forcément de payer pour découvrir une nouvelle IA, mais c'est pas mal du tout. Ouais. Ouais, on a déjà fait un sacré tour du SEO. Merci beaucoup Stéphane. Pour conclure tout ça, si tu devais recommencer, ta carrière SEO, enfin ou ta carrière, aujourd'hui, qu'est-ce que enfin, avec ce que tu as comme connaissance, comment ça serait quelle serait ta stratégie sur les 3 prochaines années? Tu parles pour lancer un site ou pour, Plutôt plus largement, ou alors heu tu vas reprendre avec tes compétences, un petit conseil pour toi du début. Qu'est-ce que tu ferais, là, si tu devais démarrer aujourd'hui? Ouais, bah, je pense un des premiers trucs, c'est quand même là, les gens ont besoin d'avoir affaire à des gens, à des vraies personnes. Donc peut-être effectivement, si je devais me lancer, les prochains events, SEO qui sortiraient, j'irais. À la fois pour rencontrer des personnes et puis commencer à avoir des premiers visages, puisque, finalement la majorité de nos clients sont des gens que j'ai déjà rencontrés en vrai, dans la vraie vie, dans des events et cetera. Ça permet également de te rebooster, de te donner un spirit. La majorité des choses que tu apprends dans les events, c'est pas ce que tu apprends dans les confs, même si ça te donne toujours une petite piqûre de rappel où tu apprends des choses. Si tu débutes, je pense que tu apprends beaucoup de choses. Mais souvent, les échanges que tu as avec les personnes dans ces events, par rapport à leur expérience et cetera. Moi, j'ai aucun problème à échanger avec mes expériences. Il y en a qui sont un peu plus discrets, qui veulent pas. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est ça qui fait la richesse quand tu as une personne en face de toi. Même des gens qui m'ont mis sur le cul alors qu'ils sont pas du tout connus, sur les réseaux sociaux et qui m'ont aidé sans qu'ils s'en rendent compte sur des choses qu'ils m'ont dit ou une expérience qu'ils ont eue. Et après, bon, si tu voilà, je créerai mon projet et je ferai un petit peu ce qu'on a dit, hein. C'est voilà, création de backlink, le réseau de sites. Je commencerai par créer un réseau de sites. Voilà, on en a pour 1 ou 2 heures pour expliquer tout ça, mais voilà, choisir les sites, faire un mix entre domaine neuf et domaine expiré, mix entre achat de backlink sur les plateformes et liens, créer et utiliser l'IA pour créer des beaux sites, des beaux contenus, des beaux visuels. Maintenant avec ChatGPT, comme je l'ai fait dans la conf, en 2 secondes, on peut créer des visuels qui expliquent 4 paragraphes d'un texte qui est imbitable par un utilisateur et tu peux intégrer du coup ce visuel directement dans ton article où le mec comprend directement ce que tu as voulu dire avec un schéma et voilà quoi, hein. Mais après ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui tu peux pas miser que sur le SEO. Il faudra que tu te développes et que tu ailles attaquer d'autres axes, qui peut être le mailing. Bon moi je me suis pas mal formé là sur le mailing, notamment sur, voilà, je suis pour ceux qui sont abonnés Textbulker ou après vous l'avez peut-être pas vu parce que il y a différentes séquences de lignes, mais par exemple des gens qui se sont inscrits mais qui ont jamais rien fait, ils reçoivent toute une séquence de mails parce qu'ils sont en ligne spécifique. Une fois qu'ils ont commencé à tester l'outil, ils se retrouvent sur une autre séquence de mails. C'est-à-dire qu'ils ont testé, mais qu'ils ont jamais acheté. Donc là, on leur dit, mais pourquoi? Tu vois, est-ce qu'on a un souci? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire de mieux? Et donc là, justement, c'est un très enrichissant parce qu'on a des retours sur les petites choses qui leur posent problème, etc. Voilà, des séquences de mails. Et puis, c'est vrai que j'ai sous-estimé ce canal-là où, quand on voit un mailing, bah, tu vois que ça se réveille un petit peu de tous les côtés. Et donc, ça fait toujours plaisir il y avait une expression que tout le monde est connue, c'est qui dit que l'argent est dans la liste. Finalement, je l'ai appris un peu tard. Finalement, c'est un peu le cas. C'est une façon, une fois que tu as une liste de mails, on est très, très mauvais sur les newsletters, sur les fonctionnalités, à chaque fois, on les communique sur Twitter, mais il faut qu'on développe ça. On a créé déjà des automatisations sur les différentes séquences et on voit que ça marche pas mal. Mais voilà, donc on fait le SEO, on développe les mailings, les réseaux sociaux également. Dès qu'il y a des nouvelles fonctionnalités, créer des vidéos comme je fais sur YouTube avec l'explication de nouvelles fonctionnalités. Développer la visibilité comme je suis en train de faire actuellement grâce à ton invitation, tu vois, pour faire un podcast et peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter ce podcast qui me connaissent pas du tout ou qui connaissent pas du tout les quelques outils qu'on a cités. Peut-être qu'avec cette vidéo, ça va peut-être motiver une personne à s'inscrire sur un de nos sites pour voir un petit peu de quoi je parle ou à me contacter. Enfin, je sais pas. Mais voilà, tu peux pas miser que sur l'apport du trafic SEO. Tu seras obligé d'aller, pardon. Tu seras obligé de travailler à la communication dans son ensemble. Mais voilà, si c'est ça à refaire, je pense que les premiers trucs que je ferai, c'est effectivement les events pour me donner un petit coup de boost pour démarrer tout ça et de savoir un petit peu sur quoi je pars. Au moins pour démarrer parce que c'est plus dur. Et peut-être que j'achèterai une formation. J'en ai jamais acheté, en tout cas pour le SEO. Mais je pense peut-être pas acheter une formation, je pense. Mais peut-être me former un maximum sur les contenus qu'on peut trouver sur YouTube, qui sont déjà gratuits, qui permettent de pas mal avancer. Voilà.
pense qu'il y a plein de contenus. La seule chose, c'est que la formation te permet de faire gagner du temps parce que tu as tout qui est centralisé à un même endroit et que tu bénéficies de l'expérience du formateur par rapport à ce qu'il a fait. Mais j'ai envie de dire que la majorité, enfin, l'essentiel de ce qui est n'importe quelle formation qui est payante ou gratuite, tu peux trouver tout en gratuit sur YouTube. Complètement. Et ce qui me permet de vous dire qu'en description, vous avez le lien pour recevoir les 5 points clés, le résumé des 5 points clés de cette interview et de toutes celles que j'ai fait avec d'autres experts avant et que je vais faire juste après parce que j'en fais une toutes les 2 semaines. Donc c'est le moment, si vous l'avez pas fait en début de vidéo, d'aller télécharger ce résumé. Abonnez-vous. Merci beaucoup Stéphane d'avoir accepté l'invitation. Avec Merci à plaisir. vous et je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. À bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis, si vous avez des questions, vous me contactez, pas de problème. Ouais, je mettrai les liens des outils pour te retrouver en description. Abonnez-vous et puis vous pouvez aussi nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et comme ça, on pourra répondre à tout ça. À très vite. Salut. Au revoir. Merci.